Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la sécurité des établissements scolaires. La question est au cœur de l'actualité après la fusillade dans un lycée de Grasse dans les Alpes-Maritimes faisant plusieurs blessés. Et dans la même journée, autre alerte différente, l'explosion d'une lettre piégée au siège du FMI à Paris. Les détails à suivre. Dans l'affaire Fillon, on a appris ce soir que l'enquête était élargie aux costumes offerts aux candidats. Et plus globalement, nous allons nous intéresser tout à l'heure aux relations souvent tumultueuses entre justice, politique et médias. Pour en parler, en notre compagnie, l'avocat pénaliste Jean-Yves Le Borgne et les grands reporters au monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Enfin, entretien exceptionnel, il parle peu, il est rare dans les médias. Fondateur de Free, à l'origine de l'école 42, Xavier Niel multiplie les projets et les investissements. Alors, interview sur ses différentes activités, mais aussi sur la politique et son regard sur cette campagne présidentielle. Le grand entretien à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités pour le débat, voici le tour d'horizon de l'actualité. Il est signé Flora Sauvage. Après l'explosion d'une lettre piégée au siège parisien du Fonds monétaire international ce matin et la fusillade qui a éclaté dans un lycée de Grasse dans les Alpes-Maritimes, François Hollande a réaffirmé la nécessité de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet. Il y a eu deux graves événements qui se sont produits aujourd'hui. Tout cela me conduit, comme je l'ai fait d'ailleurs depuis le début de ce que nous avons pu appréhender comme menace sur notre pays, à justifier l'état d'urgence. Ça ne veut pas dire que c'est un état permanent, mais l'état d'urgence, c'est ce qui nous permet de faire certaines procédures. De son côté, le Conseil constitutionnel pose des conditions strictes pour la prolongation des assignations à résidence. Une vingtaine de personnes sont soumises actuellement à ce régime depuis novembre 2015. Benoît Hamon. Benoît Hamon a dévoilé un projet résolument tourné à gauche. Il privilégie une politique de la demande axée sur la consommation des ménages pour relancer l'économie. Tablant sur une croissance d'1,3% dès 2018, le candidat socialiste veut introduire une taxe sur les superprofits des banques à hauteur de 5 milliards d'euros, soit la moitié de leurs bénéfices annuels. Enfin, s'il amende sa proposition de revenu universel, Benoît Hamon veut taxer les bénéfices détournés des multinationales pour mettre fin à l'optimisation fiscale. À gauche. Il équilibre une politique de l'offre qui reste qu'il faut que nos entreprises soient compétitives, beaucoup par la recherche, la modernisation, l'innovation et même la robotisation. Mais de l'autre côté, il sait qu'on ne relancera pas avec des politiques d'austérité, donc il soutient la demande avec deux piliers, le pouvoir d'achat des Français, de tous les Français, notamment de tous ceux qui gagnent moins de 2 200 €, je pense aux salariés qui gagnent moins de 2 200 €, et deuxièmement, par les investissements, et notamment les investissements transition énergétique, rénovation urbaine, revivification du monde rural et modernisation du pays. À droite. Au lendemain de son ralliement à Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Lemoyne fait l'objet d'une procédure d'exclusion par le parti Les Républicains. Âgé de 39 ans, le sénateur LR de Lyon a annoncé hier son soutien au leader du mouvement En Marche. Pour lui, Emmanuel Macron est le seul candidat d'une alternance crédible devenue pour lui impossible avec François Fillon. C'est le premier parlementaire de droite qui rallie le leader du mouvement En Marche. Emmanuel Macron. Finalement, la deuxième fois aura été la bonne. Lors de sa venue à Berlin en janvier, Emmanuel Macron n'avait pas réussi à rencontrer Angela Merkel. L'ancien ministre de l'économie s'est entretenu avec la chancelière allemande cet après-midi. Un honneur que seul François Fillon, parmi les autres candidats à la présidentielle, avait obtenu le 23 janvier. Économie. Bonne nouvelle pour le futur président de la République. La croissance devrait accélérer au deuxième trimestre selon les prévisions de l'INSEE. L'Institut national de la statistique révise à la hausse sa prévision au deuxième trimestre à 0,5%. Le taux de chômage devrait poursuivre sa lente décrue. L'INSEE table sur une baisse du taux à 9,5% de la population active en métropole.
Parole de jeunes, c'est le débat qui donne la parole à de jeunes responsables politiques, associatifs ou bien du monde de l'entreprise. Ils sont là pour confronter leurs points de vue, débattre des sujets qui rythment cette campagne présidentielle. C'est aussi un autre regard sur l'actualité que nous vous proposons. Alors, en notre compagnie ce soir, Diane Zetoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable départemental des Jeunes Républicains des Hauts-de-Seine. Avec nous également Mathias Nierman, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous participez au mouvement Les Jeunes avec Benoît Hamon. Laurent Alias, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes entrepreneur, fondateur des Chatons d'Or. C'est un festival pour promouvoir les idées et la nouvelle économie créative. Et Nils Gusteau, bonsoir. Bonsoir. Soutien de Jean-Luc Mélenchon, militant communiste à Gennevilliers. Alors, madame, messieurs, on va commencer par l'actualité aujourd'hui. C'est cette fusillade ce matin dans un lycée de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. De nombreuses questions se posent, notamment en matière de sécurité des établissements scolaires. Ce sera notre premier thème. Nous aborderons également l'entrepreneuriat dans cette campagne présidentielle. Selon vous, quel est le candidat qui a le programme le plus abouti ? Qui encourage le plus les entrepreneurs? Est-ce qu'ils restent en France notamment? Enfin, dernier thème, c'est la clause qui suscite critiques et polémiques. La clause dite Molière. Plusieurs régions françaises veulent imposer l'usage du français sur les chantiers publics et de nombreuses voix s'élèvent pour s'en indigner et dénoncer une mesure populiste et inacceptable. Mais d'abord, ces tirs dans un lycée de Grasse qui relance le sujet toujours sensible, toujours d'actualité sur la sécurité des établissements scolaires. On va s'arrêter un instant sur cette question et son évolution avec Flora Sauvage. On redoutait une attaque terroriste dans une école. Ce matin, c'est un lycéen qui a ouvert le feu dans son établissement à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Un événement rarissime en France qui a été l'occasion de tester les mesures de sécurité instaurées post-attentat. Ce matin, le lycéen de 17 ans, muni de plusieurs armes à feu, a blessé 3 élèves et le proviseur au sein du lycée Tocqueville de Grasse. Très vite, les forces de police arrivent. RAID et BRI se déploient aux abords de l'établissement. 10 à 15 minutes après les premiers coups de feu, le tireur est interpellé. 5 ans après la tuerie de Mohamed Merah à Toulouse, qui avait fait 4 victimes, et après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, la sécurité dans les écoles a été renforcée. Formation de personnel de l'éducation nationale dans des centres d'entraînement de la gendarmerie nationale, formation aux gestes de premier secours ou encore exercice simulant une intrusion en vue d'un attentat. Désormais, une cellule de crise peut être déployée en quelques minutes, mais le risque zéro n'existe pas. Et on va parler en détail de cette question de la sécurité. Mais d'abord, je voulais vous faire réagir, Nils Gusteau, une réflexion sur l'acte lui-même par un individu fasciné par les armes, très jeune, 16 ans, 17 ans. Certains font un rapprochement avec les fusillades de masse. Là, on est dans tout autre bilan, mais des fusillades très lourdes qui marquent l'Amérique avec cette ultra-violence. Est-ce que vous y voyez également un rapprochement? Est-ce qu'il est pertinent selon vous? J'espère déjà qu'on ne se rapproche pas de ça. Au passage, je condamne évidemment totalement cet acte qui voulait être criminel, qui a heureusement raté son coup. Et aussi toute ma solidarité aux proviseurs, aux professeurs, mais surtout je pense aussi aux élèves, parce que j'étais lycéen l'année dernière, et j'imagine le choc qui doit être le leur ce soir. Alors je voudrais juste faire un appel, c'est un appel au gouvernement, parce qu'il ne faut pas réagir dans l'émotion. Donc depuis 2 ans, on vit des situations et des moments très difficiles avec les attentats. Et on a eu tout un panel de lois sécuritaires et qui n'ont pas été efficaces. Et donc j'appelle vraiment le gouvernement, pour une fois, ne pas surréagir, mais prendre le temps sur des moyens humains, par exemple, d'agir dans le long terme. On va parler de ces moyens. Mathias Nierman, toutefois, c'est la première fois qu'en France, un élève ouvre le feu dans un établissement scolaire, un élève de cet âge-là. Est-ce que ça vous interroge sur cette violence? Alors, on ne va pas généraliser, mais enfin quand même, dans un établissement scolaire, ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis évidemment choqué, comme Nils l'a dit à juste titre. Pensez pour les victimes, en tout cas pour les blessés, heureusement il n'y a pas eu de victimes. J'aimerais quand même, et votre reportage l'a très bien souligné, rappeler que depuis les attentats qui ont émaillé la France en 2015, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment de formation des personnels enseignants encadrants sur le confinement. Ces mesures et ces réflexes, ils ont été mis en œuvre aujourd'hui même, et il semblerait que ces réflexes ont été les bons et ont peut-être permis d'éviter le pire. Bon, il y a quand même un sujet qui m'interpelle. D'abord, j'aimerais simplement appeler les uns et les autres à éviter les réactions à l'emporte-pièce, éviter le concours l'épine de la proposition,
On avait entendu beaucoup parler des campagne présidentielle. Oui, on avait beaucoup entendu parler des portiques de sécurité qui sont en réalité une fausse bonne idée puisqu'ils créent des attroupements devant les lycées. Moi, ce qui m'interpelle en premier chef, il est trop tôt pour dire quel est le profil de ce jeune homme, mais en tout cas, c'est la facilité déconcertante avec laquelle aujourd'hui en France, on peut se procurer des armes de guerre. Ça, c'est un autre et il y a un vrai sujet qui est celui du Darknet. Alors, encore une fois, on n'a aucun élément sur le mode opératoire pour se procurer ces mêmes armes, mais aujourd'hui, sur le Darknet, vous pouvez vous procurer tous les produits stupéfiants que vous le souhaitez, en 2 clics. Vous pouvez vous procurer des armes à feu et les recevoir à votre domicile. Donc je crois qu'il faut une action collective au plan international pour agir, pour endiguer ce phénomène. Et le deuxième aspect, et je rejoins mon voisin de gauche sur les moyens humains, il faut aller plus loin. Le risque zéro n'existe pas. Alors, mais en formant les personnels... Restons là-dessus. Le risque zéro n'existe pas. Évidemment, l'assurance zéro n'existe pas. Jane Zitoun, toutefois, les violences dans les lycées, autour des établissements, on en a connu ces dernières semaines. Alors, comparaison ne vaut absolument pas raison. Je vais faire attention. Il y a eu des violences et même une intrusion violente dans des lycées de Seine-Saint-Denis. Enfin, tout cela marque et marque encore plus dans une campagne présidentielle. Il faut faire attention à toutes les mesures qui sont dites. Comment, selon vous, s'il devait y avoir une mesure, comment mieux sécuriser aux abords et dans les établissements scolaires ? Alors effectivement, la situation est tragique puisqu'aujourd'hui, on assiste à des situations de ce type dans les établissements scolaires. Donc il y a des personnes qui souhaitent donner la mort à des élèves, au corps professoral au sein d'établissements scolaires. Donc effectivement, il faut éviter les surréactions, mais surtout être très au fait des enjeux et être au fait de la situation. Parce que ce qui se passe, c'est grave. Je l'avoue, en toute honnêteté, je ne pense pas qu'un camp politique en particulier dispose de la réponse à toute cette surenchère, toutes ces attaques qui ont lieu surtout sur des symboles d'autorité. On se rend compte que ça intervient beaucoup sur des symboles de la République, que ce soit les forces de l'ordre ou que ce soit effectivement l'école de la République. Il n'y a pas de camp politique qui détient la solution, mais je souhaiterais saluer les décisions de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, pour l'investissement qu'elle a mis au profit des lycées en matière de sécurité, puisque plus de 3 millions d'euros ont été investis en la rentrée 2016 et pour le budget 2017, plus de 10 millions d'euros ont été alloués pour renforcer la sécurité. Alors effectivement, vous me direz, c'est un budget, mais il n'y a pas... Je veux dire, à un moment, il n'y a pas 10 000 solutions. Si on veut assurer la sécurité aux abords des établissements, ça passe par le renforcement de la vidéoprotection. Ça passe effectivement... On voit bien déjà qu'il y a un clivage, même si vous dites qu'il n'y a pas de camp politique. Là, on parle de moyens humains. Et là, vous parlez davantage de mesures telles que la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, mais aussi mettre du personnel de sécurité devant les lycées. De la part de quelqu'un qui soutient M. Fillon, qui, sous son gouvernement, a supprimé 12 000 postes de policiers, c'est assez M. Fillon, dans son programme, si vous l'avez lu, M. Fillon, dans son programme, propose actuellement de former... déjà supprimé beaucoup et on va vous éviter d'en supprimer. D'accord, donc je pense à un moment, il va falloir se connecter sur le site www.fillon2017.fr puisque François Fillon propose la formation justement la trêve est de courte durée. Laurent Elias, vous qui n'êtes pas engagé politiquement, contrairement aux 3 représentants, si je puis dire ici, c'est le cas politique et jeunes représentants politiques. Vous avez un regard plus distancié sur les mesures, donc je ne vais pas vous demander votre avis sur les mesures, mais est-ce que ça vous interpelle ? Une violence comme celle-ci, je le rappelle, à l'intérieur de l'établissement scolaire, à l'intérieur. Ouais, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'on sent au début une forme de sérénité, et puis assez vite, finalement, on en revient au fond du problème. Et le fond du problème, finalement, je ne suis même pas sûr qu'il soit sécuritaire. Le fond du problème, il est sur l'éducation, sur l'isolement de ces jeunes qui n'ont plus rien à quoi se rattacher à la vie, une grande souffrance pour certains d'entre eux. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à la racine du problème plutôt que de saupoudrer et d'essayer. De toute façon, on ne pourra pas transformer nos écoles en prison. Donc, il y a un moment, si un jeune veut passer à une action comme celle-là, on ne pourra rien y faire d'un point de vue... on pourra avoir des petites mesures. Ce qu'il faut absolument résoudre, c'est pourquoi il en arrive à ça. Et c'est bien plus tôt, bien plus en amont, bien plus profond, bien plus structurel. Oui. Dans un système éducatif que parfois on décrit à bout de souffle, pouvoir identifier un tel comportement, en tous les cas voir les germes, etc., c'est très compliqué dans souvent des classes surchargées, dans des établissements où on ne peut pas suivre chaque élève. C'est la question des moyens humains que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a des moyens humains qui sont nécessaires dans la police de proximité, ne pas les supprimer, et en créer. Donc une police de proximité qui puisse assurer sa présence sur le territoire tout le temps.
Mais aussi, évidemment, des moyens dans l'éducation, parce que quand on a des professeurs mal formés qui font face à 35 élèves, c'est un peu plus difficile de repérer les cas des élèves comme celui qui a fait cet acte à Grasse tout à l'heure. Moi, je vois à Gennevilliers, dans le lycée dans lequel j'étais, dans zone d'éducation prioritaire, les professeurs sont obligés de se battre pour défendre leurs moyens. C'est ça qui n'est pas normal. On va conclure. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? On parle de Gennevilliers où il y a des voitures qui sont brûlées tous les soirs. Moi, d'un mot, pour être un peu plus constructif sur le sujet, je crois que il est trop tôt pour essayer de comprendre le phénomène de radicalisation, quelque part, qui a conduit ce jeune homme à se présenter dans son établissement lourdement armé. Mais en tout cas, je crois que ce soir, on sera d'accord pour apporter un puissant démenti à ceux qui prétendent qu'expliquer, c'est pardonner. Et je crois que comprendre et tenter de... Ça vaut pour la radicalisation que l'on connaît et qui a engendré de tragiques conséquences en France. Mais d'enrayer ce phénomène à la racine, c'est évidemment un sujet prioritaire. Alors, autre sujet de cette campagne présidentielle dont on parle peu, il s'agit de savoir, c'est la question que l'on pose, qui parle le mieux aux entrepreneurs? Comment davantage susciter l'entrepreneuriat en France? Alors, on va écouter sur ce sujet votre candidat, Edjian Zetoun. C'est l'un des candidats qui a été le mieux, peut-être, le candidat qui a été le mieux reçu lors d'une rencontre avec les patrons de PME, de petites et moyennes entreprises, François Fillon. Dans un pays qui rencontre autant de difficultés économiques et sociales, je le dis avec toute la force de conviction dont je suis capable, il faut une rupture. Oui, il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement. Le candidat a promis un choc de compétitivité avec la fusion du CICE et des allègements de charges en un seul dispositif, la fin de l'ISF et des 35 heures. Son programme continue de séduire les entrepreneurs. Voilà, c'était le 6 mars dernier. Alors, Laurent Elias, le jeune entrepreneur que vous êtes, que pense-t-il des différents programmes qui peut susciter l'envie d'aller de l'avant, tout simplement, d'entreprendre et de créer en France, chez nous? J'aime bien que vous utilisiez le mot entrepreneur plutôt que patron. Je pense qu'il faut casser cette image de patron avec le gros cigare aux lèvres. Je pense qu'il faut qu'on arrête, je pense, vraiment, d'essayer de se dire qu'un politique doit parler à un entrepreneur, à un retraité. Moi, j'aimerais qu'on parle aux citoyens, en fait. Et parce que finalement, l'entrepreneur, il n'attend pas de protéger son petit précaré, ou comme le retraité va essayer de protéger sa petite retraite, et puis chacun va dire bah voilà, on va faire une petite réforme ici qui va s'appliquer à toi retraité, à toi en demande d'emploi, en toi chef d'entreprise, en toi etc. etc. C'est un projet global qu'il faut élire là dans 38 jours, pas un projet qui va aller sinon on va retomber finalement dans cette scission entre la droite et la gauche qui vont essayer de tirer d'un côté, tirer de l'autre, essayer de parler à certains, parler à d'autres, alors qu'un président de la République est là pour fédérer, il est là pour parler à tout le monde, pas seulement aux entrepreneurs, et il est surtout pas là pour opposer les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Très belle réponse, très bien pensée, mais avec un peu de langue de bois, puisqu'elle ne répond pas à ma question. Vous me dites en fait qu'un candidat doit parler évidemment à tous les Français, mais s'il y avait un candidat pour vous qui, malgré tout, remplisse davantage les critères pour répondre aux demandes des entrepreneurs, ou peut-être quelques programmes, quelques idées phares. Déjà, s'il y en a un qu'il faut surtout, et c'est ce qui me perturbe le plus, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou de petits chefs d'entreprise vont voter pour Marine Le Pen, malheureusement, et il faut vraiment se poser la question. Donc j'espère, peut-être envoyer un message ce soir, essayer vraiment de vous poser la question, pourquoi est-ce que vous voteriez pour Marine Le Pen? Est-ce que c'est seulement parce que vous êtes contre un système qui est là depuis longtemps et qui est à bout de souffle? Et finalement, être contre, c'est seulement être contre, c'est être pour rien en fait. Mais alors vous êtes pour qui? Je suis pour qui? Vous essayez de me faire sortir ça. Pas du tout. Moi, je suis porte-voix des entrepreneurs. Gardez votre. Maintenant... Alors, une question plus précise. S'il y avait une mesure phare dans l'un des programmes des candidats qui viennent vraiment en aide aux entrepreneurs, quelle serait-elle? Moi, je trouve qu'il y a du pragmatisme chez un Hamon, qui est assez intéressant aussi, mais qui, du fait du système des primaires, s'est enfermé très à gauche. Pareil pour François Fillon. Et finalement, on a une sorte de part et d'autre. On a François Fillon qui a essayé de tirer vers la droite et Benoît Hamon qui a tiré vers la gauche, laissant un trou béant pour Emmanuel Macron.
Voilà. Et Emmanuel Macron, ce que je trouve intéressant, et encore une fois, je ne le soutiens pas publiquement, il y a une forme de pragmatisme dans sa politique, c'est-à-dire qu'il va prendre ce qui est intéressant à droite et ce qui est intéressant à gauche. Alors qu'on le voit autour du plateau, la droite et la gauche sont là depuis des années à se taper dessus et à s'opposer. Alors les réponses, Diane Zetoun. Quand vous entendez l'entrepreneur jeune, quand même, malgré tout, Laurent Elias, qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors justement, il y a plus de 60% des jeunes en France qui sont intéressés par ce qu'on appelle le travail indépendant. Et moi j'aime bien ce terme qu'emploie François Fillon de travail indépendant parce que ça englobe aussi bien quand on est prestataire avec une compétence spécifique ou quand on est entrepreneur. Et la mesure phare de son programme pour les entrepreneurs, c'est déjà de fluidifier ces passerelles entre le travail indépendant et le salariat, puisque à un moment, on peut décider d'être prestataire pour une entreprise et derrière, dans une autre mission, reprendre son statut d'entrepreneur. Et cette fluidification, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent vraiment à embaucher une compétence à l'instant T et on a besoin de libéraliser tout ça. Alors voilà une mesure phare du programme de François Fillon, une mesure phare à présent du programme de Benoît Hamon, qui a été d'ailleurs présenté, détaillé aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a un deuxième entrepreneur masqué autour de cette table ce soir et je suis là pour vous servir. Et effectivement, je crois qu'il y a d'abord un élément que j'aimerais rappeler. Moi, je me suis lancé à mon compte il y a un an. J'ai commencé par le statut d'auto-entrepreneur qu'ont choisi plus de 1,2 million de nos compatriotes et qui, je crois, est à certains égards une vraie réussite car il permet à tout un chacun de se lancer avec des aides, des allègements de charges, des subventions. Donc c'est, je crois, quand même un élément. Ça avait été lancé par la droite, enrichi par la gauche, mais qui est une vraie réussite collective et dont on peut être assez fier. Lancé par qui déjà cette mesure ? C'était Hervé Novelli. Donc vous voyez, c'était Hervé Novelli. Vous êtes au-delà des clivages. Non, mais c'est toujours bon à souligner. Enfin. Mais absolument. Vous savez, moi j'ai soutenu Arnaud Montebourg pendant la primaire. J'ai même fondé avec de nombreux autres que je salue ce soir. Ils nous regardent sans doute. Le mouvement des jeunes avec Arnaud. Et Arnaud Montebourg a justement irrigué le logiciel de Benoît Hamon en lui apportant son soutien de cette logique de gauche entrepreneuriale, de gauche pro-business attachée à ses valeurs. D'ailleurs, il y avait une marque prépondérante aujourd'hui, si je puis dire une marque, puisqu'on a beaucoup entendu dans la bouche de Benoît Hamon parler du Made in France. Absolument, on l'a vu aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions qui ont été reprises à son compte par Benoît Hamon. On peut évidemment que s'en féliciter, notamment avec en réservant une part de marché public 50% aux PME Made in France. Mais aujourd'hui, il faut aller un petit peu plus loin et d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire. Y compris Marine Le Pen, mais Emmanuel Macron, Benoît Hamon, il faut sortir du RSI qui est un enfer pour beaucoup d'entrepreneurs, une vraie difficulté à résoudre. Vous êtes tous d'accord, je crois. Non, mais en tout cas, il faut un statut social unique, il faut basculer les entrepreneurs au régime général, c'est une vraie demande, je peux évidemment m'en Et une vraie demande partagée quasiment par tous les candidats. Dans l'ensemble des entrepreneurs, c'est un casse-tête. Nils Gusto, une mesure phare, Jean-Luc Mélenchon est-il l'ami des entrepreneurs? Une ou deux propositions phares. Moi, d'abord, je crois qu'il y a deux problèmes principaux pour les entrepreneurs. D'une part, les taux d'intérêt beaucoup trop élevés, souvent pour les banques qui servent à la spéculation et qui ne servent pas à l'économie réelle. Pour ça, Jean-Luc Mélenchon... Les charges du gouvernement socialiste aussi. Ouais. Pour ça, il y a deux propositions de Jean-Luc Mélenchon. C'est la création d'un pôle public bancaire d'investissement qui permette d'avoir des taux d'intérêt beaucoup moins importants dans la création d'une entreprise. Et deuxièmement, la création d'un fonds de solidarité interentreprises qui permette aussi aux petites entreprises de bénéficier des grosses ressources des grandes entreprises. Le deuxième problème, c'est les carnets de commandes qui ne sont pas assez remplis. Absolument. Il y a une croissance qui n'est pas assez forte. On peut donner toutes les formes idéales. On l'arrache avec les dents? Non, je vous prends l'exemple du logement qui est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un vrai problème du logement en France. Il y a des millions de gens qui sont mal logés. La Fondation Abbé Pierre le rappelle tous les ans. Nous, on propose de créer 200 000 logements donc qui permettent, par l'investissement des collectivités territoriales, de reconstruire du logement et de répondre à un vrai besoin de la population en faisant fonctionner les entreprises du bâtiment. C'est un exemple, mais je crois qu'il est assez représentatif de ce que tu disais, la globalité de notre programme. Un échantillon de propositions, de mesures concrètes, mais est-ce que finalement, Laurent Elias, les entrepreneurs n'ont pas davantage besoin de stabilité, tout simplement, d'une vision de l'environnement économique et fiscal dans lequel ils ont stop aux réformes, stop aux propositions. Dites-nous simplement quel est le chemin à suivre. Je crois qu'il y a besoin de pragmatisme. À ma droite, tout à l'heure, on a parlé de libéralisation. Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de libéralisation. On est déjà dans une économie mondialisée, suffisamment libéralisée. Il y a besoin de simplifier
les démarches. Vous le ressentez, vous, Oui, Laurent, au quotidien? On le ressent au quotidien. Et surtout, je pense qu'en France, le travail a été fait sur la création, sur le début, le lancement. Alors, l'auto-entrepreneuriat, c'est aussi un pansement par rapport au fait qu'il n'y ait pas de CDI. Là où c'est vraiment important de mettre toute notre énergie, c'est pas forcément sur la création, mais sur le développement. En France, on a ce qu'on appelle un plafond de verre. On n'arrive pas à développer des vraies grosses entreprises. Si vous regardez le CAC 40 aujourd'hui, ce sont que des sociétés qui ont plus de 40, 50 ans. Et il n'y a pas de pépites, il y en a quelques-unes, qui deviennent des leaders mondiaux parce qu'on n'arrive pas à créer des grosses PME ou des entreprises de taille intermédiaire et puis des grands groupes. Vous et, au financement. Oui, vous et Mathias Herman, vous êtes donc deux entrepreneurs. Je l'apprends également pour vous ce soir. Tout à l'heure, on va recevoir Xavier Niel, qui est l'invité exceptionnel du Grand Entretien et qui a été enregistré d'ailleurs dans la journée. Et quand je lui ai posé la question, justement, qu'est-ce qu'il pense de notre environnement économique et social pour les entrepreneurs, il a dit que c'était l'un des meilleurs environnements possibles. Bien sûr qu'il est bon. Que la France, il n'a pas dit que c'était un paradis, mais en tous les cas qu'il faut un petit peu voir le verre à moitié plein. Bien sûr, il a c'est raison. Ce que j'ai dit. Moi, j'ai essayé d'apporter une note optimiste là-dessus, avec quand même des axes d'amélioration. On parle beaucoup d'économie collaborative. Je crois que c'est une opportunité pour un certain nombre de jeunes qui peinent à s'insérer sur le marché du travail, mais c'est aussi une menace parce qu'il y a un vrai sujet d'absence de couverture maladie et vieillesse, donc il faut apporter des réponses là-dessus également. Il serait intéressant de voir si nos chers hommes politiques arriveraient à tenir finalement dans ce monde-là de la création d'entreprises, parce que on est obligé, on peut pas se tromper. En fait, on est obligé d'apporter des preuves de ce qu'on fait et on est obligé de se battre, pas seulement le faire savoir, mais aussi faire. Ça, c'est intéressant. Nils Gusteau et Jens Zetoun, je ne sais pas si vous allez vous consacrer à une carrière, comme on dit, politique aujourd'hui, mais c'est ce qu'on reproche souvent en politique, ce que vous entendez ce soir, c'est de ne pas être suffisamment confronté aux réalités économiques d'une entreprise avec le résultat à la fin, les salariés, toutes les charges qui sont inhérentes. Moi, j'ai 17 ans, donc vous oui, me permettrez ça vous laisse de terminer mes études d'abord. Non, mais je voulais revenir sur la simplicité. Moi, les jeunes que je croise en porte-à-porte chaque semaine, ils ne veulent pas être milliardaires, comme le disait Macron. Ils veulent un emploi stable, ils veulent une retraite suffisamment décente pour pouvoir finir leur jour correctement, ils veulent avoir des loisirs, etc. Et je pense que le cœur de tout ça, c'est quand même la santé. Il faut qu'on applique enfin une sécurité sociale intégrale. Ça vous fait une troisième proposition de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est dit. Bientôt, vous nous ferez tout le programme. On va conclure sur ce sujet pour passer ensuite à la clause dite Molière. Allez-y, Jens Zetoun. Effectivement, moi je suis élue locale à Courbevoie. Donc toutes les semaines sur le terrain, je rencontre les gens qui me font part, que ce soit les femmes qui ont des difficultés à reprendre leur travail lorsqu'elles n'ont pas de solution de garde, ou même que ce soit les jeunes qui sortent de l'école, qui ont du mal soit à trouver un stage de fin d'études, qui ont du mal à trouver un emploi, parce qu'il y a plus de 25% de taux de chômage des jeunes en France. C'est absolument Donc vous nous dites que ahurissant. vous êtes à l'écoute de tout cela, vous n'êtes pas déconnecté du terrain. Non, pas encore. Pas encore. Pas du tout d'ailleurs. Encore, les jeunes. Autre sujet. Et ce sujet, il a mis d'accord, écoutez bien, la CGT et le MEDEF. C'est dire s'il est transgressif, ça vous fait sourire. La clause Molière, destinée à lutter contre l'afflux de travailleurs détachés européens, a été qualifiée de populiste et de dérive nationaliste. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Les détails avec Sandra Cerquera. Le principe de la clause Molière est simple. Tout ouvrier voulant travailler sur un chantier doit maîtriser le français. Son but, lutter contre le présumé dumping social que représentent les contrats de travailleurs détachés. Inventée par l'adjoint au maire d'Angoulême et reprise par quelques régions de droite, dans le Haut-Rhin depuis l'an dernier et plus récemment l'Île-de-France, cette clause suscite de fortes polémiques chez de nombreux représentants politiques, patronaux et syndicaux. Imaginez dans notre histoire si on avait fait ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites en France. Donc c'est à vomir, je le dis, il faut lutter contre cette mesure. Mais pour le secteur du BTP, la clause Molière est avant tout une question de sécurité. En France, le nombre de travailleurs détachés augmente. Ils étaient plus de 290 000 en 2015, un chiffre en hausse de 25%. Alors, vous l'avez entendu, pour certains, comme Laurent Berger, les mots sont vifs, Nils Gusteau, mais est-ce que malgré tout, vous diriez c'est peut-être une solution inadaptée, mais pour un vrai problème? Il ne faut pas nier le problème.
D'abord, je constate la radicalisation de Madame Pécresse. Attention à ce mot, de Madame Pécresse, dans sa haine contre les étrangers. Il y a un an, elle nous mettait en place la fin des aides pour les étrangers dans les transports. Aujourd'hui, ça se rapproche beaucoup de la préférence nationale, avec une discrimination totale et injuste des employés à l'embauche. Une haine des étrangers, je vais laisser réagir. Diane Zetoun, c'est quand même fort. C'est des propos très graves, la radicalisation de Madame Pécresse. Madame Pécresse, dans son rôle de présidente de la région Île-de-France, elle essaye de sauver les entreprises franciliennes qui croulent sous les charges du gouvernement socialiste. Oui. Il y a plus de 835 000 TPE et PME en Île-de-France, qui englobent plus de 4 millions de salariés. C'est des entreprises qui sont complètement étouffées par les charges, qui ont une concurrence déloyale. Effectivement, il faut lutter contre ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a créé la clause Molière pour privilégier les entreprises franciliennes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Île-de-France ne peut passer que par 54% des entreprises franciliennes, elles n'ont pas accès à l'ensemble des marchés publics. Et deuxièmement, d'un point de vue sécuritaire, moi je suis tout à fait d'accord, parce que quand on ne parle pas le français, on ne peut pas comprendre le cahier des charges. Donc on fait comment d'un point de vue sécurité ? Donc je suis désolée, la radicalisation de Madame Pécresse, c'est penser au développement des entreprises franciliennes et aux entrepreneurs qui se battent tous les jours. Ça la dérange, Madame Pécresse, quand un trader parle anglais ? Mais quand un trader parle anglais, c'est la langue. Mais c'est pas la même chose, c'est la langue internationale. Moi, quand je vais dans les autres pays, je parle anglais. Comment vous savez que les salariés ne parlent pas anglais ? Mais on est en France, on parle français. Ah bon, Oui. Alors, on va faire le tour de table. Votre avis Je crois que c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est une mesure, au-delà de son caractère nauséabond, un poil débile. Dans le sens où aujourd'hui, si on pousse cette logique et si cette mesure, dont je doute de la légalité, puisque le gouvernement s'en est saisi, et, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit in fine retoquée. Vous êtes aujourd'hui étranger en situation régulière en France, vous êtes réfugié en France, vous cherchez un emploi et vous allez vous heurter à cette clause Molière qui va vous empêcher d'accéder à l'insertion professionnelle qui est pourtant un vecteur d'intégration. Vous aviez raison en revanche, Sonia, c'est que derrière cela, il y a un vrai sujet, le travail détaché, qui initialement était destiné à apporter des solutions concrètes aux métiers pénuriques en faisant venir de la main-d'œuvre européenne sur notamment des métiers dans le BTP. Or, on a vu qu'il y a eu des abus avec le travail dissimulé sur un certain nombre de chantiers, le stade de Nice, la LGV Tours-Poitiers, à Flamanville également. C'est pour cette raison qu'Arnaud Montebourg, pendant la primaire, je me permets de le rappeler, souhaitait suspendre cette directive pour tout simplement imposer aux entreprises françaises d'offrir les mêmes conditions de rémunération et sociale aux salariés. Et l'avis de Laurent Alias ? Je pense que la question n'est pas là et la réponse est quelque peu hypocrite. Ce qui est important finalement, c'est la compétence. Si on avait, est-ce qu'on a besoin de parler le français pour être bon non, mais au-delà de toute cette histoire de parler français, ce qu'on n'ose pas dire, c'est qu'est-ce qu'on dit à l'entrepreneur francilien qui n'arrive plus à payer ses charges, qui a face à lui une concurrence déloyale avec un salarié qui va... je prends l'exemple d'une pose de parquet. Quand en France, on va payer à peu près 45 € le mètre carré de la pose de parquet parce que c'est le prix dont on a besoin pour pouvoir payer ses charges et qu'à côté, on va avoir une concurrence déloyale à 22 €, qu'est-ce qu'on dit à l'entrepreneur francilien ? Mais attaquez-vous à ce problème alors ? Pas de façon détournée. Oui. Là, on est en train de façon vous dites assez, oui, faut vous attaquer. Vos candidats vont vous attaquer au même problème. On est en train de détourner le problème et de répondre de façon très alambiquée, voilà, à un problème qui finalement, j'ai l'impression, c'est de la préférence nationale déguisée. Et je pense pas qu'on soit encore. Je pense que le vrai problème, c'est quand même le gouvernement socialiste qui a écrasé les TPE et les PME de charge. Ce sont des avis différents. C'est une manière détournée, dérobée d'arriver à ce sujet. Et moi, j'aimerais souligner une chose, c'est que le vrai problème aujourd'hui sur les chantiers qu'il faut adresser de manière radicale, c'est les atteintes au code du travail avec le travail dissimulé, et avec un renforcement des moyens de l'inspection du travail. C'est aussi un moyen de lutter contre le travail illégal. Ce sont des avis tranchés, c'est le principe d'un débat. La France, c'est le Ce sont des gens qui ont construit la France, qui viennent de partout. Et je pense qu'il aurait dû lire un petit peu plus. Mais pour vous, il y a quand même un problème de fond dont doivent se saisir les différents candidats. Ça, c'est très important. Le mot de la fin ?
Je rajouterais juste que aussi la France, malheureusement, à l'instant T, c'est des artisans qui déposent le bilan parce qu'ils n'ont plus de quoi payer leur C'est une salaire. réalité également. Merci en tous les cas. Merci pour ce parole de jeunes. On est ravis de vous recevoir de tous les âges, de tous les partis, de toutes les tendances, entrepreneurs, on l'a dit aussi dans le monde associatif ou le monde politique, afin que vous puissiez confronter vos idées lors de cette campagne présidentielle. Alors dans quelques instants, place à présent au match des idées. Pour évoquer ce soir un trio, parfois qualifié d'infernal. C'est le trio justice, politique, médias. Quelle relation, quelle évolution? On va en parler dans quelques instants avec les journalistes grands reporters au monde, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, et l'avocat pénaliste, ténor du barreau, Jean-Yves Le Borgne. A tout de suite après une courte pause. Il y a pire comme bureau et il y a pire comme métier, je pense. Dans cet épisode, l'équipe de La France qui réussit s'est penchée sur la destinée de Val Thorens, une jeune station devenue aujourd'hui incontournable dans le tourisme de la montagne. Il y a 42 ans, quand je suis arrivé, les gens nous prenaient pour des fous. Aujourd'hui, quand on voit le chemin parcouru, on a créé une famille, on a fait une équipe. Vous allez découvrir le quotidien de la station et comment elle a été élue à 2 reprises meilleure station internationale. La France qui réussit, demain à 16h30 sur Public Sénat. On arrive à Simplon, là où tout a commencé. Salut tout le monde. Frédéric Bardot est le cofondateur de Simplon, une école d'informatique gratuite destinée aux individus en situation précaire ou à bas revenus. Mike, avant il avait travaillé dans la restauration. Là on parle code, on parle programmation. On va chercher des gens qui savent même pas ce que c'est que la programmation informatique. On suscite des vocations et on dit mais en fait tu peux le faire. C'est vous la France à la découverte de l'école Simplon, dimanche à midi sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent un trio parfois qualifié d'infernal et qui rythme la vie publique. C'est le trio justice, politique, médias. Alors quelle relation, quelle évolution avec notamment, nous irons au-delà du feuilleton Fillon. On va en parler avec nos invités ce soir. Fabrice Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Davet, bonsoir. Bonsoir. On a le plaisir de vous recevoir tous les deux. Vous êtes grands reporters au monde et les auteurs de ce livre qui est désormais en version poche. Un président ne devrait pas dire ça. Avec nous, face à vous, maître Jean-Yves Le Borgne, bonsoir. Bonsoir. Avocat pénaliste, ténor du barreau. Et vous publiez Changer la justice aux éditions PUF. Vous livrez, on va en parler en détail, votre vision de ce que devrait être la justice de demain. Alors messieurs, on va évoquer en détail la relation, l'évolution selon vous de ce qui se passe, du trio justice, politique et médias. Mais d'abord, il y a un énième rebondissement dans le feuilleton Fillon, maître Le Borgne. Encore un chapitre. On a appris ce soir que le parquet national financier a demandé aux juges de mener des investigations, là, cette fois-ci sur les costumes offerts aux candidats. On croyait qu'après la mise en examen, il pourrait y avoir une forme de parenthèse, que la justice avait délimité le champ de son investigation. Il s'élargit encore. Alors, nous avons effectivement, vous parlez de feuilleton, c'est effectivement un feuilleton, disent-ils, quasi quotidiennement, ou en tout cas hebdomadairement, des éléments qui alimentent non seulement le feuilleton, mais le soupçon. En réalité, dans cette affaire, la justice n'est qu'un épiphénomène. Et la réalité, c'est que le discours concernant un candidat, et on est au cœur de votre sujet, est un discours politique. Fabrice Lhomme, est-ce qu'on peut dire, on n'est pas là pour juger, mais qu'on est plus dans l'ère du soupçon, qu'avant même que la justice fasse son travail, et parce qu'on est à moins de 40 jours de ce premier tour de la présidentielle, il est vrai quelque part que le couperet, peut-être, est-il en train de tomber déjà sur un candidat ou un autre, si ça aurait été un autre. Alors moi je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle ère qui serait l'ère du soupçon, dans le sens où si ère du soupçon il y a, dans ce cas-là, cette ère du soupçon, elle remonte à plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que ça fait des années que nous, journalistes, nous racontons, chroniquons, révélons des affaires qui portent sur des hommes politiques, qui sont parfois des affaires judiciaires, parfois qui ne le sont pas, ou qui le deviennent ensuite. Et on est régulièrement accusé d'ailleurs de jeter justement le soupçon, l'opprobre sur tel ou tel homme politique. C'est pas nouveau du tout. Là, simplement, dans l'affaire Fillon, ce qui est assez flagrant, et qui est peut-être une forme d'originalité en quelque sorte, c'est que
la mise en cause d'un homme politique qui jusqu'alors n'avait pas été réellement mis en cause dans une affaire judiciaire sur un problème de probité en tous les cas, apparaissent au moment où l'élection présidentielle est en train de se lancer. Donc ça c'est une nouveauté, donc le télescopage est assez frappant, mais sur le fait de savoir si on jette le soupçon sur un homme politique par les médias interposés, c'est absolument pas nouveau, mais je rappelle quand même, il faut toujours ne pas confondre le message et le messager. Là, en l'occurrence, est-ce que ce sont les journalistes qui jettent le soupçon sur un homme politique ou est-ce que c'est la justice ou les deux ? Moi, je crois que c'est, en l'occurrence, ça a d'abord été la presse, la justice s'en est saisie. Alors, est-ce que c'est un couple infernal ? Mais est-ce que c'est un couple ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est infernal ? Eh ben, on verra à l'arrivée. Si François Fillon devait être condamné, on ne dira pas que ça aura été une procédure infernale. C'est peut-être que juste que la justice aura fait son travail, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Le résultat n'est pas encore connu. Je vais vous laisser réagir dans un instant, Gérard Davet. Je vous voyais un petit peu tiquer, maître. Ah oui, parce que, si vous voulez, vous nous présentez cette affaire comme un télescopage qui serait au fond une sorte d'accident de l'histoire, l'étonnante concomitance entre une élection présidentielle et des révélations qui ne sont quand même pas particulièrement positives à l'égard d'un candidat. Il est évident que ce n'est pas un télescopage de hasard et que cette façon de distiller chaque semaine des éléments nouveaux qui aussi, il faut bien le dire, portent sur des faits qui ne sont pas tous extraordinairement intéressants. Ce développement d'enquête sur les costumes de M. Fillon. Sera-ce les chaussettes la semaine prochaine ? Enfin écoutez, est-ce que tout cela est bien sérieux lorsque l'on voit les enjeux qui sont en présence ? D'un côté, l'avenir de la France, disons-le, comment elle sera gouvernée, par quel programme elle évoluera. Par qui éventuellement ? Et par qui éventuellement, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, quand vous dites on n'est pas dans l'ère de soupçon, ça dure depuis longtemps. On est peut-être entré, et je crois qu'on est entré dans l'ère du soupçon depuis longtemps. D'ailleurs, ça ne concerne pas que François Fillon. On focalise un peu sur François Fillon, mais il y a Marine Le Pen qui est convoquée en justice et dont on parle. Il y a une enquête, je ne suis pas sûr qu'elle aboutisse, mais enfin, concernant M. Macron sur ce que j'appellerais l'affaire de Las Vegas. En réalité, il y a une sorte de démangeaison pour que les hommes soient coupables. Est-ce que c'est très sain ? Mais ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut interdire à la justice d'enquêter sur les hommes politiques et aux journalistes aussi ? Écoutez, ça, c'est ce qui se passe en Russie. Ça peut être un projet qui vous intéresse. Il n'est pas question de dire... C'est quoi la solution ? il n'est pas question de dire que la liberté de la presse doit être mise en cause. Mais si vous voulez... Non, mais il y a un moment où l'usage de certaines libertés parfaitement respectables, et je trouve que la liberté de la presse est fondamentale dans une démocratie, est une manière, reconnaissons-le, ce n'est pas coupable que de faire de la politique, mais il y a une certaine façon de s'exprimer, un certain moment auquel certaines choses sont évoquées, qui ne sont pas des hasards, qui sont des polémiques politiques. Gérard Davet. Alors il y a... Maître Jean-Yves Le Borgne qui vous dit qu'il y a une forme de condamnation médiatique qui tombe finalement avant la sentence de la justice. Une tentation de disqualification d'un candidat. Nathan, précisons-le quand même, il est normal de savoir pour qui on va voter. Bien sûr. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'aux chaussettes, mais enfin, il est normal qu'il fasse face à la justice. Mais alors qu'est-ce que vous pensez de ce soupçon-là, justement ? Moi, ce que je trouve... Enfin, il faut toujours revenir aux faits. Ce que je trouve intéressant, c'est par exemple, de nommer les médias qui ont sorti les informations. On commence par le Carl enchaîné, ensuite il y a eu le JDD, après il y a eu Libération, il y a eu Le Parisien et il y a eu Le Monde, nous-mêmes. On ne peut pas imaginer 5 médias plus dissemblables et différents, avec des sources différentes. Donc imaginez qu'il y aura un complot géant organisé par 2-3 personnes qui distilleraient... Non, ça ne marche pas comme ça. La vérité, c'est que le Canard enchaîné a enquêté, a trouvé une information, les a sorties, les autres confrères emboîtent le pas et font leur travail logiquement. Moi, ce que je regrette, c'est pas tellement que ça sorte maintenant. Je pense qu'il vaut mieux que ça sorte avant l'élection. Mais ce que je regrette, c'est qu'on ne l'ait pas fait avant ce travail. C'est comme c'est un hasard qu'on c'est comme DSK, mais je pense qu'on aurait dû le faire avant. Quand nous avons sorti avec Fabrice l'affaire Jouillet-Fillon, puisqu'il est convenu de l'appeler comme ça, ce travail-là, nous l'avions fait il y a 1 an et demi, 2 ans, et à l'époque, on avait poussé les cris d'orfraie parce qu'on avait osé mettre un pied dans un magasin de porcelaine et expliquer un petit peu comment se passaient les choses en politique, en tout cas dans les bases politiques. Bon, et ben là aujourd'hui, les choses se disent et se font, et je pense sincèrement que pour le coup, il n'y a pas de couple infernal médiatico-judiciaire. Je pense que les juges font leur travail d'un côté et les journalistes font leur de l'autre. Voilà. Mais je ne dis pas le contraire, soyons clairs. Je n'accuse pas un complot politicien. Ce que je crois,
c'est qu'il y a du côté de la presse, comme du côté de la justice, une tentation politique. Alors, soyons clairs. Quand je parle de tentation politique, c'est la tentation d'un pouvoir. Ce n'est pas une tentation partisane qui consisterait à vouloir couler particulièrement un homme plutôt qu'un autre. Encore que parfois, on en ait un peu l'impression. Mais je pense qu'il y a dans la presse au fond, c'est un reflet, c'est un miroir. Le miroir ne dit rien. Si une jolie femme n'est pas en face du miroir, le miroir n'est pas beau. Et la presse, c'est le miroir. Et en réalité, il y a une tentative d'accéder à autre chose. Jean-Yves Le Ban, on a l'impression, en vous entendant, qu'il y a une forme de jouissance à disposer d'un pouvoir quasi suprême. Je ne parle pas de jouissance, je dis qu'il y a une tentation de pouvoir. Mais moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a un moment, comme disait mon collègue et néanmoins ami Gérard Davet, il faut revenir aux faits simplement. Et si on prend juste l'affaire Fillon, imaginons qu'on se dise qu'effectivement, le Canard enchaîné, par exemple, se dit ça va être l'élection présidentielle, il faut qu'on soit présent, si on pouvait faire tomber un politique, etc. Bref, qu'ils aient des arrière-pensées un petit peu cyniques, comme vous pouvez le laisser entendre. Imaginons ça, très bien. Mais après, le critère numéro 1, c'est de savoir si ce qui est écrit, ce qui est raconté, est représentatif, quelque chose qui est vrai et qui est intéressant. Est-ce que le fait de savoir si un candidat à la présidentielle qui joue tout sur la probité a embauché sa femme, ses enfants avec lui comme assistant et que éventuellement il y a un doute sur le fait qu'il y ait une réalité derrière ce travail, est-ce que c'est intéressant? Et bien sûr que c'est intéressant. Voilà, et donc c'est ça le sujet, c'est là-dessus qu'on doit débattre. Il ne peut pas vous échapper. Vous affichez une sorte de superbe naïveté à laquelle j'ai du mal à croire. En réalité, de sérénité. Bien sûr, oui, sérénité, d'accord. Bon, mais je pense qu'il y a derrière tout ça l'idée, qui est quand même un vrai problème, de prendre le pas. C'est-à-dire finalement de disqualifier un candidat. Mais peu importe, le problème, on tente de disqualifier un candidat et donc on a le pouvoir. Je pense que vous vous trompez. Enfin, très respectueusement, je pense que vous vous trompez parce que on ne cherche pas à avoir un pouvoir, puisque de toute façon, ce pouvoir, on sait qu'on l'a. On a passé l'âge de se goberger de ce pouvoir. Tout homme qui a du pouvoir, disait Montesquieu, est porté à en abuser. Oui, mais là, en l'occurrence, non. Moi, je trouve que, franchement, pour un candidat qui peut être président de la République, qui va demander de gros sacrifices au peuple français, il le dit lui-même, François Fillon, savoir que cet homme-là n'est pas en mesure de se payer 2 costumes à 40 000 euros et qui compte sur la générosité d'un ami dont il ne donne pas le nom, ça dénote une personnalité qui pose problème. Moi, je vais vous dire, il faut le dire. Quand quelqu'un a besoin, pour accéder à quelque chose, d'avoir la générosité d'un ami qui l'y aide, ça prouve que c'est pas un malhonnête homme. Je me souviens de l'affaire Bérégovoy, elle vous a pas échappé, elle est un peu ancienne maintenant, où il avait été obligé, alors qu'il avait à peu près la soixantaine, d'emprunter 1 million de francs pour acheter un appartement. Ça prouvait quand même... Et peut-être aussi autre personnalité, mais ce n'est pas à nous de juger. Je voudrais quand même vous faire réagir, peut-être, nous ne savons pas. Des principes quand même. Il y a la présomption d'innocence, on en parle souvent. Et puis il y a également, Fabrice Lhomme, le secret de l'instruction, qui sont aujourd'hui, mais ce n'est plus un secret, on le sait. Mais comment ça se fait que personne ne s'en étonne, personne ne s'en indigne? Est-ce qu'il faut le dire? Alors si, non, mais alors d'abord je vous corrige, François Fillon s'est indigné de la violation du secret d'instruction lorsque Gérard Davet et moi-même avons publié quelques extraits. À part, je veux dire, celui qui est visé. Non, mais c'est important. C'est important. Vous avez raison de le rappeler. Il s'est plaint, il s'est plus que plaint. Il a annoncé, je crois, une plainte pour violation du secret d'instruction au motif que nous avions publié dans Le Monde quelques extraits de ses premières dépositions de son épouse, etc. D'ailleurs, extraits qui n'étaient pas accablants pour lui spécialement, qui étaient juste qui représentaient ce qu'on avait comme information. Peu importe, le secret porte sur toutes les pièces, tout à fait. Quelle qu'en soit la nature. Quelques semaines plus tard, le JDD publie quasiment in extenso les extraits de 19 procès-verbaux issus dans la procédure. François Fillon n'a rien dit. Aucun de ses soutiens n'a réagi. Aucun. C'est curieux quand même. Quand c'est nous qui sortons des bribes d'informations, il dépose plainte et il dénonce, parce qu'évidemment c'était le jeu, dénonce un complot politique, parce qu'évidemment, comme nous avons fait un livre sur François Hollande, c'est un complot politique. Dans l'affaire Jouillet-Fillon, justement, François Fillon a utilisé le même argument. Donc c'est une gigantesque hypocrisie. Les hommes politiques passent leur temps à essayer d'instrumentaliser les journalistes en leur donnant, lorsqu'ils sont ministres de l'Intérieur, par exemple, des procès-verbaux, quand ça les arrange. Et ils dénoncent ces violation de secret d'instruction lorsque ça les met en cause. Alors, écoutez, j'en suis le témoin. Et accessoirement, je conclus en disant que les journalistes ne sont pas tenus au secret d'instruction.
Non, mais les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction parce que jusqu'à preuve du contraire, ils n'y participent pas. On est tout à fait d'accord. Comment ils pourraient y être soumis. Non plus, d'ailleurs. Mais le vrai problème, c'est que les journalistes ont aussi un secret des sources qui fait qu'ils peuvent ne pas révéler, même si on leur demande, la personne qui leur a donné les procès-verbaux en question. Peut-être, sauf qu'en réalité, le vrai problème, c'est que fuite dans la presse, que ce soit dans vos mains ou dans d'autres, peu importe, il ne s'agit pas d'en faire une querelle de personne, mais fuite des éléments, curieusement, qui vont alimenter la chronique à l'encontre de François Fillon. Vous parliez, madame, tout à l'heure de la présomption d'innocence. C'est vrai que c'est inscrit dans tous les esprits des juristes, mais en réalité, cette affaire a éclaboussé le costume, si j'ose dire, de François Fillon, et j'ai tendance à penser que le bruit, l'orchestration, l'amplification de ce dossier avait comme seule et unique finalité précisément de constituer une arme politique contre lui. Vous disiez tout à l'heure, mais on verra bien le moment venu s'il est déclaré coupable ou pas. J'ai trouvé ce propos délicieux, alors que le problème finalement n'est pas là, parce que qu'il soit déclaré coupable ou innocent, ce sera dans 2 ans au mieux, et en réalité, ça n'aura plus aucun impact politique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Vous tenez des propos auxquels tout le monde peut souscrire, c'est très bien, mais vous faites quoi concrètement? On ne publie pas d'articles. On attend dans 2 ans, on en publiera un article. Déjà, on s'abstient de publier des articles qui sont des reflets du dossier dont les PV semblent s'égayer par le courant d'air. Mais alors, on parle de quoi? On parle de manière abstraite? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, je n'ai pas le souvenir du détail de vos articles, et faites-moi la grâce de penser que ce n'est pas ad hominem que je m'adresse à vous, mais un peu comme représentant de la presse en général, parce que vous êtes là. Bon, en réalité, on a présenté tous les éléments de cette affaire comme des éléments à charge. Alors, on a beau dire ce sont des faits, on verra s'ils sont corroborés ou pas. En réalité, aujourd'hui, c'est une arme lancée contre François Fillon. Et ça, c'est un problème. Vous me dites, quelle est la solution? Faut-il se taire? Je vous dis que je suis pour la liberté de la presse. Faut-il se modérer dans l'expression? Faut-il faire? C'est là et je crois que ça pose le problème. Se modérer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous dites c'est une arme qui peut contribuer à affaiblir, voire à tuer d'ailleurs le candidat. Et puis en face, les journalistes vous disent mais c'est une exigence démocratique. Oui, l'exigence a sa mesure. L'exigence, c'est que, comme vous le disiez, on est dans une démocratie, donc il n'est pas question d'installer un silence à la soviétique, ça, certainement pas. Mais il y a certaines formes d'insistance, certaines formes d'affirmation de culpabilité avant la lettre et contre le principe de la présomption d'innocence qui sont particulièrement regrettables. Ce qu'il faut retenir aussi, qui est très important aussi dans ce débat, c'est que la personnalité très particulière de François Fillon, que vous connaissez mieux que nous, parce que vous faites partie de son comité de campagne. Oui, je ne le cache pas. Voilà. Donc, nous, on ne le connaît pas très bien. On l'a fréquenté sur les bancs du tribunal, nous avions gagné contre lui d'ailleurs. Mais en l'occurrence, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que François Fillon ne répond jamais aux questions qu'on lui pose, nous. Dans le cadre du dossier que nous avons fait dans Le Monde, nous étions fondés, nous avons demandé plusieurs fois à avoir accès à lui pour qu'il nous réponde précisément aux questions précises que nous voulions poser. Jamais on a eu accès à lui. Attendez, là, il y a un moment... Non, mais il y a un moment où c'est plus possible. C'est plus un problème de conférence de presse. Le fait que ce soit des articles à charge qui ne le sont pas en plus, et en même temps dire... on va aller au-delà du feuilleton Fillon, si c'est possible. Lorsqu'une affaire a un niveau de développement judiciaire, il n'est plus question de faire des confidences à quelques journalistes que ce soit, si respectable soit-il. Répondre à des questions précises. Maître Leborne, c'est la politique de François Fillon. Il l'a exposé au tribunal dans le procès qui nous a opposé à lui et qu'on a effectivement gagné à 2 reprises. Là, vous parlez d'autre chose. Non, mais c'est pas d'autre chose. François Fillon a dit devant la présidente du tribunal et devant c'était public, toute l'audience, il a dit j'ai pour habitude de ne pas répondre aux journalistes. Je ne réponds pas aux journalistes. C'est un droit. Bien sûr, mais c'est compliqué après de se plaindre de dire on ne me donne pas la parole. Messieurs, je voudrais qu'on parle également de vos livres respectifs et au-delà du feuilleton Fillon qu'on va essayer de dépasser. D'abord, Jean-Yves Le Borne, le voici, changer la justice, où vous proposez une nouvelle, une architecture, une vision de la justice demain. Et vous dites, on a l'impression quand on vous lit que l'institution judiciaire, elle n'est pas sacralisée, elle n'est pas figée. On peut la critiquer, on peut parler même de réformes qui vont la bousculer.
C'est le cas? C'est ce qu'il Oui, faut non, je dis au contraire qu'on la sacralise, qu'on s'interdit de proposer des réformes de fond parce que c'est un petit peu comme un rituel religieux. On y touche de loin et quand on parle à un ami d'une modification, c'est dans le creux de l'oreille à voix basse. J'évoque notamment dans ce livre l'hypothèse d'une séparation du parquet et du siège. Ça me paraît être une banalité. Mais cette banalité peut apparaître comme un pavé dans la mare. Alors que il y a quelques décennies, mettons peut-être un peu plus que cela, le parquet était les avocats du roi, c'est-à-dire qu'ils avaient un rôle sans commune mesure avec les juges. Et d'ailleurs, quand on pense à l'indépendance, la notion d'indépendance qui est une notion cruciale, centrale dans la justice, il est fondamental pour avoir une justice respectable que les juges soient indépendants. Mais cette idée d'un parquet indépendant, alors que le parquet soit autonome, que le parquet ne soit pas menacé, que sa parole ne soit pas sous tutelle. La parole est libre quand la plume est serve, vieil adage que l'on connaît depuis longtemps. Ça me paraît normal. Mais qu'un garde des Sceaux n'ait pas la possibilité de téléphoner à un procureur général pour lui dire, par exemple, que dans le cadre des femmes battues qui se révoltent tout à coup après des années, l'idée qu'il y ait une notion nouvelle de la légitime défense à laquelle il faut penser, ne pas l'imposer, mais l'évoquer. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est que cette interdiction d'un rapport entre le gouvernement chargé de la politique pénale et les magistrats du parquet? Eh bien, j'ai préféré le téléphone à l'écrit. Moi, voyez-vous, je pense qu'il faut interdire l'intervention secrète, mais qu'il faut favoriser l'intervention officielle sur papier au grand jour. Est-ce que toutes ces réformes, ces pistes, ces mesures, elles sont intégrées dans le programme, je veux dire, de votre candidat, François Fillon? Écoutez, ce que je sais de ce programme judiciaire ne va pas jusque-là, je dois le dire. Donc, et pour les autres candidats, on a l'impression que sur le plan judiciaire, ça... Oui. Écoutez, franchement, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde s'agissant de tous les candidats. Hein. Mais je pense que, je m'interroge, est-ce que c'est une absence d'intérêt, ce qui est possible, ou est-ce que c'est une sorte de crainte révérentielle? Vous savez, comme si, s'agissant du tigre, il ne faut pas lui tirer la queue, d'aventure, il pourrait mordre. Pourquoi ne pas aller plus au fond, je pense que malheureusement, la réponse est plutôt dans le second terme de votre raisonnement. C'est-à-dire que je pense que les politiques, alors la droite comme gauche, ont peur de la justice. C'est un monde qui les inquiète, pas seulement à cause des affaires qui pourraient les impliquer. Ils ne connaissent pas trop les pratiques. C'est un monde qui leur paraît étranger. Et je pense que moins ils y touchent et mieux ils se portent. Du moins, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Alors, je suis content qu'on ait trouvé un point. Vous voyez. Enfin, l'autre livre, un président ne devrait pas dire ça. Gérard Davet, c'est la preuve aussi qu'il c'est pas la peine d'y avoir une affaire pour tuer un candidat. Oui, mais là encore, il n'y avait pas d'objectif. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure. C'est que l'objectif n'était pas de couler François Hollande, comme l'objectif n'est pas de couler François Fillon. L'objectif était de raconter de l'intérieur la trajectoire d'un homme présumé normal à la tête d'une présidence anormale. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est ce que je pense on a réussi, Fabrice et moi, à faire au gré de 61 entretiens. Donc effectivement... certains amis ou pseudo-amis de François Hollande se sont emparés de ce livre pour couler sa future candidature. Il a été contraint à renoncer à se représenter, mais objectivement, ce n'était pas du tout le but. Le but, c'était vraiment ce que vous avez entre les mains, c'est-à-dire 800 grammes. Alors, c'est plus 800 grammes, là maintenant, c'est beaucoup plus petit. C'était vraiment que tout le monde ait accès à la présidence, au secret de la présidence et au secret d'un homme. Là encore, finalement, j'allais dire, on déshabille un homme parce qu'il a bien voulu se laisser déshabiller dans ce livre, Jean-Yves Le Born. Il y a diverses situations dans la mort. Il y a le meurtre, dont ces messieurs nous disent qu'ils n'en ont jamais eu l'intention. Moi, je crois à la présomption d'innocence, et donc je les acquitte tout de suite. Ils n'avaient pas d'intention. Mais il y a aussi le suicide que de temps en temps on peut constater. Et je dirais que à travers ces confidences accumulées, je fais confiance à votre intelligence, messieurs. Vous n'avez pas pu ne pas deviner à quel point certains propos, certains points de vue que vous consigniez très fidèlement dans vos grimoires allaient quelque peu porter un préjudice peut-être définitif à leur auteur. Définitif, je ne dirais pas ça. Il est clair qu'il y avait certains propos dont il nous semblait qu'ils pouvaient avoir des conséquences. Mais
c'est toujours compliqué, honnêtement, d'anticiper les réactions du public par rapport à des publications. N'oublions pas qu'avant ce livre, il y avait eu déjà une demi-douzaine de livres consacrés à François Hollande, dans lesquels il s'exprimait, et dans lesquels il tenait parfois des propos assez cash, on va dire. Aller aussi loin qu'avec... Non, parce que nous, on a pris plus de temps, parce qu'on a abordé des sujets... Les spectateurs peuvent se demander, est-ce qu'il y a une relation de confiance aussi qui s'est établie, mais de confiance, je veux dire pas de connivence, une relation professionnelle, et surtout sur le long terme. Mais par ailleurs, je crois qu'on a abordé des thèmes qui d'habitude ne sont pas abordés. Voilà. Mais vous voyez qu'il a raison, François Fillon, quand il vous dit qu'il ne veut pas parler aux journalistes. Voilà ce que ça donne. Mais sauf qu'il l'a fait, mais de manière subreptice. J'ai eu connaissance de déjeuners ou de dîners qu'il a organisés avec Anne Méo et des journalistes pour essayer de se faire connaître. François Fillon, oui, bien sûr. Et sauf qu'il ne l'a pas fait au grand jour. C'est tout le problème. Oh, écoutez, on peut quand même avoir des dîners sans bien évidemment obligé. Serait-on candidat à la présidence de la République sans les publier dans un quotidien. Vous avez tout à fait raison. Mais nous, c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu aussi casser, c'est un mode de fonctionnement qu'on peut qualifier de connivant, qui existe, on le sait, entre certains journalistes et certains hommes politiques qui se voient, qui se parlent, qui entretiennent parfois même des relations d'amitié, qui se disent des choses passionnantes, mais dont le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur ne saura jamais rien. Alors, ce que vous dites là me paraît très intéressant parce qu'on le retrouve en matière judiciaire. Pour les praticiens de la justice, je suis l'un d'eux. C'est la fréquentation des magistrats. Est-ce de la connivence ou l'absence de fréquentation, est-ce de l'hostilité? À quel moment sommes-nous dans un dialogue utile pour pouvoir continuer à se parler quand on fait des choses sérieuses? Et à quel moment sommes-nous dans une sorte de complicité? C'est extraordinairement difficile. Mais enfin, s'agissant des journalistes, quelque sympathiques qu'ils soient, je me dis quand même que la pente est savonneuse. Oula, vous le dites avec un air en nous regardant, parce que je m'inclus évidemment avec mes confrères. Une question aussi plus large sur la moralisation de la vie politique. C'est le mot, c'est le concept qui revient de plus en plus souvent. C'est un leurre? Non, je ne crois pas que ce soit un leurre. Ça arrive bien tardivement dans cette campagne quand même. C'est une nécessité. Mais il y a également, voyez-vous, toujours le problème entre l'intention favorable de la moralisation et puis l'abus de l'utilisation de cette intention louable à des fins qui vont au-delà de la moralisation et qui consistent à faire d'une arme politique un objet qui, à l'origine, n'était que moral. Gérard Davet, moralisation, c'est tout à fait normal. Transparence aussi. Est-ce vous vous demandez jusqu'où, justement, par exemple, dans ce livre, un président ne devrait pas dire ça? Ça va loin parce que lui-même se met à nu, donc c'est une transparence presque totale, une radioscopie de l'homme, de ce qu'il pense. Il a quasiment tout dit. Presque totale, parce que le presque est important, c'est-à-dire qu'il y a des questions qu'on ne lui a pas posées et des réponses qu'il ne nous a pas données non plus à des questions qu'on se posait. Donc, pour répondre à votre question précisément, je pense sincèrement que la transparence absolue, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et qui n'est pas souhaitable. En revanche, une transparence en termes de morale, d'éthique, de la vie publique, oui, ça me semble essentiel. Et donc, je pense qu'on est dans le cadre de l'affaire Fillon, mais pas que celle, l'affaire Le Pen aussi. Les soucis fiscaux des Le Pen, etc. Je pense qu'il y a un moment donné, effectivement, il va falloir qu'on se rende compte en France que quand on est élu de la République, avec des subsides de la République, on doit rendre des comptes à la République et donc aux citoyens, et donc dire clairement qui on est, ce qu'on fait et quel argent on a. Moi, ça me paraît juste le b.a.-ba. Je suis d'accord avec vous, avec juste une petite inquiétude conjoncturelle, qui est le fait que ce souci de moralisation, à le supposer pur et exclusif de toute intention, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, me paraît, en l'espèce, faire écran à un vrai débat de fond, ce qui fait que nous ne parlons que de ça. Ne pas en parler du tout, ce serait certainement une erreur, mais ne plus parler que de ça, sans parler de ce que les uns et les autres, parmi les candidats, proposent, ce que sera la France demain si Marine Le Pen la fait sortir de l'Europe ou si M. Hamon fait un revenu universel, c'est quand même le cœur des choses. Au fond, le cœur des choses est occulté. Est-ce une réussite? Non, mais moi je suis assez d'accord avec vous, mais je pense qu'on est un peu passé d'un extrême à l'autre. Il faut se souvenir, si on remonte simplement aux élections des années 60, des années 70, les élections présidentielles, vous entendiez
très peu parlé de ce genre d'affaires, à l'exception notable des diamants de Bokassa. Mais on n'avait pas sans arrêt ce bruit, on va dire, infernal de casseroles derrière les hommes politiques, pour plein de raisons. Les juges étaient évidemment beaucoup moins offensifs, la presse ne s'intéressait pas à ces choses-là. Il y avait d'autres raisons, très bien. Mais en tous les cas, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse, c'est que d'un seul coup, tout ce qui pourrait être un petit peu suspect chez un homme politique va être mis en avant, et il n'y aurait que ça. Et évidemment, il faut retrouver un peu de raison. Il est évident que s'agissant de François Fillon, on va revenir sur lui, mais ça peut être vrai pour Marine Le Pen ou pour Benoît Hamon ou n'importe qui. Il faut s'intéresser éventuellement à son train de vie, au rapport qu'il peut avoir avec l'éthique, la morale. Très bien, tout ça, il faut le faire, mais bien entendu, il faut aussi s'intéresser à son programme. Et c'est pour ça qu'on essaie de le faire modestement dans cette émission. Je vous remercie en tous les cas pour ce débat constructif, franc, direct, sur des questions qui sont sensibles et importantes, notamment qui ont percuté cette campagne présidentielle, messieurs. Je vais rappeler les titres de vos ouvrages respectifs. Jean-Yves Le Borne, changer la justice, vous la questionnez vraiment avec des réformes parfois radicales, mais dites-vous nécessaires pour la justice de demain. Et puis le voici, un livre de poche, mais une poche assez épaisse. Un président ne devrait pas dire ça. Gérard Davet, Fabrice Lam, grand reporter au Monde. Merci beaucoup, messieurs, merci à vous. À suivre dans quelques instants, c'est la revue de presse et puis le grand entretien. Invité exceptionnel ce soir parce qu'il parle peu, il est rare dans les médias. Xavier Niel, fondateur de Free, de l'école 42 et copropriétaire du Monde, messieurs, vous le savez bien. Et c'est juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Après l'explosion d'une lettre piégée au siège parisien du Fonds monétaire international ce matin et la fusillade qui a éclaté dans un lycée de Grasse dans les Alpes-Maritimes, François Hollande a réaffirmé la nécessité de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet. Il y a eu 2 graves événements qui se sont produits aujourd'hui. Tout cela me conduit, comme je l'ai fait d'ailleurs depuis le début de ce que nous avons pu appréhender comme menace sur notre pays, à justifier l'état d'urgence. Ça ne veut pas dire que c'est un état permanent, mais l'état d'urgence, c'est ce qui nous permet de faire certaines procédures. De son côté, le Conseil constitutionnel pose des conditions strictes pour la prolongation des assignations à résidence. Une vingtaine de personnes sont soumises actuellement à ce régime depuis novembre 2015. Benoît Hamon. Benoît Hamon a dévoilé un projet résolument tourné à gauche. Il privilégie une politique de la demande axée sur la consommation des ménages pour relancer l'économie. Tablant sur une croissance d'1,3% dès 2018, le candidat socialiste veut introduire une taxe sur les superprofits des banques à hauteur de 5 milliards d'euros, soit la moitié de leurs bénéfices annuels. Enfin, s'il amende sa proposition de revenu universel, Benoît Hamon veut taxer les bénéfices détournés des multinationales pour mettre fin à l'optimisation fiscale. À gauche. Il équilibre une politique de l'offre qui reste, qu'il faut que nos entreprises soient compétitives, beaucoup par la recherche, la modernisation, l'innovation et même la robotisation. Mais de l'autre côté, il sait qu'on ne relancera pas avec des politiques d'austérité, donc il soutient la demande avec 2 piliers, le pouvoir d'achat des Français, de tous les Français, notamment de tous ceux qui gagnent moins de 2200 €, je pense aux salariés qui gagnent moins de 2200 €, et deuxièmement, par les investissements, et notamment les investissements transition énergétique, rénovation urbaine, revivification du monde rural et modernisation du pays. À droite. Au lendemain de son ralliement à Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Lemoyne fait l'objet d'une procédure d'exclusion par le parti Les Républicains. Âgé de 39 ans, le sénateur LR de Lyon a annoncé hier son soutien au leader du mouvement En Marche. Pour lui, Emmanuel Macron est le seul candidat d'une alternance crédible devenue pour lui impossible avec François Fillon. C'est le premier parlementaire de droite qui rallie le leader du mouvement En Marche. Emmanuel Macron. Finalement, la deuxième fois aura été la bonne. Lors de sa venue à Berlin en janvier, Emmanuel Macron n'avait pas réussi à rencontrer Angela Merkel. L'ancien ministre de l'économie s'est entretenu avec la chancelière allemande cet après-midi. Un honneur que seul François Fillon, parmi les autres candidats à la présidentielle, avait obtenu le 23 janvier. Économie. Bonne nouvelle pour le futur président de la République. La croissance devrait accélérer au 2e trimestre selon les prévisions de l'INSEE. L'Institut national de la statistique révise à la hausse sa prévision au 2e trimestre à 0,5%. Le taux de chômage devrait poursuivre sa lente décrue. L'INSEE table sur une baisse du taux à 9,5% de la population active en métropole.
Et c'est l'heure à présent de votre revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. Le Figaro avec cette une sur l'Afrique, nouvel objectif de Daesh. À noter également dans votre quotidien cette tribune d'Emmanuel Macron. Pourquoi nous sommes un peuple? Il répond à de nombreuses questions et interrogations, notamment sur la culture française. Libération, contre Trump, un vent de révolte déjà mobilisé. La résistance au nouveau président américain s'organise aux États-Unis. La Croix, à Mossoul, une brise de liberté alors que l'offensive contre Daesh se poursuit. Envoyé spécial de la Croix qui vous raconte comment la vie reprend dans les quartiers libérés de la ville, le combat quotidien des habitants. Enfin, on termine avec l'Humanité, un grand rendez-vous, celui de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera samedi 18 mars, la République a rendez-vous à la Bastille. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le grand entretien, invité exceptionnel, enregistré dans la matinée. Mon invité, le fondateur de Free, il est aussi à l'origine de Station F, le plus grand campus de start-up qui ouvrira prochainement ses portes à la Halle Fraissinet. Il est également le cofondateur de l'école 42. Bonjour Xavier Niel. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors nous sommes ici au Sénat et vous y êtes vous à l'occasion de la journée des entreprises qui est organisée par le Sénat, qui va accueillir près de 150 entrepreneurs. Alors l'objectif, c'est de les écouter, c'est de proposer des mesures en vue d'encourager la croissance, l'emploi. Vous ne pouvez pas parler au nom de tous ces entrepreneurs, mais si vous deviez décrire leur état d'esprit en ce moment dans le contexte aujourd'hui, que diriez-vous? En général, moi, je suis un peu l'optimiste, donc j'ai l'impression que tout va bien. Donc, je sais qu'on est dans un monde où tout le monde parle que de politique ou de choses comme ça, mais qu'est-ce que je constate? Je constate qu'aujourd'hui, le monde a changé et que hier, quand nos grands-parents voulaient créer des entreprises, ça voulait dire des investissements lourds, beaucoup d'argent pour créer des usines, parce qu'on était dans un monde industriel. Et maintenant, on est passé dans un monde numérique où deux petits jeunes qui, il y a 15 ans, créent une petite start-up sans argent, deviennent le groupe le plus capitalisé au monde, c'est Google. Et donc, si vous voulez, c'est une chance pour tout jeune, où qu'il soit dans le monde, c'est d'avoir la possibilité de créer quelque chose qui soit directement mondial et automatiquement très gros. Donc, je pense qu'il faut vivre, et quand on est entrepreneur aujourd'hui, il faut accepter ce monde comme un monde plein d'optimisme dans lequel on peut créer des grandes choses au départ de la France. Parce que la France, c'est un pays fantastique pour créer des entreprises. Pour créer des entreprises, malgré le discours que vous connaissez très bien sur la lourdeur des charges, sur l'aspect administratif, vous dites aujourd'hui, pour un jeune qui nous écoute en ce moment, qui nous regarde, oui, il faut rester en France, ne pas quitter le pays, créer ici, développer ici. Toutes les conditions sont réunies? Moi, je pense qu'on est dans un endroit idéal pour créer une entreprise. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on entend, on a des lois fiscales qui sont plutôt meilleures pour les entrepreneurs, hein, pas sur d'autres sujets, mais pour les entrepreneurs plutôt avantageuses. Et les choses qui ont été faites ces 10 dernières années font dans le bon sens. Donc ce discours ou ce message n'est pas politique, c'est pas un message de droite ou de gauche, c'est que globalement, les hommes politiques qu'on a pu avoir ces dernières années ont compris l'importance de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si le meilleur d'avoir un job, c'est de le créer soi-même. Et si on crée son entreprise, on crée son job. Mais je reviens sur le point suivant, c'est pourquoi en France et qu'est-ce qui nous aide en France? Eh bien en France, on est accompagné. Vous avez des tonnes d'exemples de lois qui facilitent la création d'entreprises par ou pour des jeunes. Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez être au chômage, créer votre entreprise, et bien vous continuerez de percevoir le chômage pendant que vous créez votre entreprise. Ça existe nulle part ailleurs dans le monde de pouvoir être payé quand vous créez votre entreprise. Vous avez raison d'avoir un discours optimiste, il nous fait presque du bien, mais tout ne va pas très bien, Madame la Marquise. Si vous deviez imaginez un programme idéal aujourd'hui, nous sommes en campagne présidentielle pour les entrepreneurs. Quelle serait la mesure phare pour aider aujourd'hui à l'emploi, à la croissance? Quand je vois des ministres et qu'ils me demandent qu'est-ce que je dois faire, ma réponse est toujours la même. Ne touchez à rien. Le vrai besoin, c'est un besoin de stabilité. Est-ce que vous pensez que les lois fiscales ou les lois entrepreneuriales sont plus favorables en France qu'aux États-Unis? Oui. Elles sont plus favorables en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on paye plus d'impôts pour les entrepreneurs et c'est beaucoup plus dur en termes de papier, de complexité. Mais qu'est-ce qui change le fait qu'aux États-Unis, on ait des plus d'entrepreneurs? Simplement une mentalité, une envie pour des gens de créer des entreprises que l'on n'a pas assez en France. Et de quoi avons-nous besoin en France pour aller dans ce sens-là? De jeunes qui créent des entreprises et qui réussissent. Nous, on est déjà les vieux. On a besoin de succès de jeunes de 25 ou 30 ans qui créent des choses, qui fonctionnent et qui viennent et qui deviennent des idoles, comme on peut avoir des idoles dans ce monde-là. Aux jeunes, pardonnez-moi que vous étiez, vous l'êtes toujours, mais à la fin des années 90, vous-même, vous ne rêviez pas de la France. Vous étiez parti aux États-Unis et vous étiez parti pour voir s'il existait cet équipement qui regroupe l'Internet, la téléphonie mobile et la télévision. Vous avez tout de suite visité les États-Unis vous-même. Et je suis revenu en France pour m'apercevoir que ça n'existait pas et qu'il fallait mieux le faire en France parce que c'était plus simple. Et sur la base d'un produit français, j'ai réussi professionnellement ma vie. Et donc, si vous voulez,
et je suis ravi de cet exemple, c'est exactement ce que je souhaite dire aux jeunes. On a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte de l'autre côté de nos frontières. Non, l'herbe, elle est super verte ici. On vit dans un pays fantastique pour vivre. C'est aussi un pays musée, mais dans le même temps, c'est un pays où on peut créer, entreprendre et réussir en créant des grandes choses. Et donc, c'est de pousser des jeunes, ou de donner envie à des jeunes d'aller dans ce sens-là en créant leur propre entreprise. Et vous allez le faire justement avec la station F, la halle aux 1000 startups. Vous avez, je crois, posé la première pierre en 2014. On avait présenté à l'époque ce projet comme une Silicon Valley à la française. Mais dites-moi, Xavier Niel, c'est pas le modèle, la Silicon Valley, parce que c'est très concurrentiel, c'est des projets qu'on essaye même parfois de se piquer, etc. C'est pas votre modèle, et vous ? Moi, mon modèle, c'est de dire qu'on a déjà un écosystème qui marche très bien en France d'incubateurs, c'est-à-dire de lieux où on va prendre des jeunes et on va les aider à créer leur entreprise. Ce qui nous manque ou ce qui nous manquait, c'est un lieu un peu magique qui apporte l'image au-delà de nos frontières sur la France et qui aide l'ensemble de l'écosystème. Et c'est tout l'idée de Station F en disant dans Paris, sur 3,5 hectares de terrain, on crée un campus d'entreprise où des jeunes vont venir ou vont avoir envie de venir pour créer l'entreprise. Et donc l'idée de base, c'est de donner encore plus envie à encore plus de jeunes de créer leur entreprise. Et on fait ça dans Paris parce que c'est une ville mythique, mais l'idée, c'est d'irriguer l'ensemble de l'écosystème, d'abord parisien, ensuite national, ensuite européen. Et donc de dire, cet endroit mythique, vous avez parlé de la Silicon Valley, mais c'est une image, c'est un truc, c'est un label, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est d'être capable de le recréer ici. Et on a tous les éléments pour le recréer. Ce qui nous manquait, c'était de créer à Paris, je pense, le plus grand incubateur, le plus grand campus d'entreprise au monde, et ça sera à Paris. Et donc vous parlez de la Silicon Valley, si vous cherchez un endroit dans lequel ça sera le plus aisé, le plus sympa d'aller créer son entreprise, il sera à Paris, non pas dans la Silicon Valley. Vous voyagez beaucoup, on a parlé des États-Unis et dans d'autres pays évidemment. Quelle image a-t-on de la France en ce moment, dans le monde? Comment voit-on la France en dehors de nos frontières, à l'heure de cette campagne présidentielle, il faut le dire, un peu déroutante et pour certains inquiétante? Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. J'ai plusieurs, pas des dizaines, mais plusieurs amis de la Silicon Valley qui ont réussi leur vie professionnelle aux États-Unis et qui viennent s'installer et qui sont venus s'installer à Paris au cours des 2 dernières années. Plus qu'il n'y en a jamais eu. C'est une vision idéalisée que vous voulez nous présenter? Non, ce n'est pas une vision, c'est un constat réel. Ce sont quelques exemples que vous nous donnez. Oui, mais je ne connais pas de gens qui ont été successful en France qui sont partis s'installer aux États-Unis. Parfois, ils sont allés aux États-Unis pour être successful, et tant mieux, mais je ne connais pas de gens qui aient réussi en France et qui quitté ensuite la France pour aller s'installer dans un autre pays. Donc, on est ici dans un endroit où les gens ont envie d'aller et de vivre. Il y a eu les attentats, bien sûr que ça peut faire peur et qu'on n'est pas dans un monde parfait. Vous me dites que j'essaie de montrer un monde idéaliste. Bien sûr qu'il a des défauts et je les vois chaque jour. Mais je dis que ce monde, il est probablement le meilleur compromis de ce qui peut exister. Et dans ce monde qui est le meilleur compromis de ce qui peut exister, des gens, une fois qu'ils ont réussi, ont envie de venir ici. Maintenant, il ne faut pas seulement qu'ils aient envie de venir ici pour y vivre. Et notre travail, c'est de les accompagner pour qu'ils aient envie de recommencer ou continuer leur parcours professionnel en créant ici, en France, des entreprises qui vont devenir des succès mondiaux, mais au départ de la France. On a une chance fantastique. On a un garçon qui s'appelle Donald Trump qui fait tout pour nous aider. Déjà, il essaye de limiter des gens qui sont brillants d'aller aux États-Unis. Tant mieux, mais qu'ils viennent, que ces gens brillants qui avaient envie d'aller aux États-Unis viennent en France. Nous, on est ravis de les accueillir parce que ce sera eux qui créeront les grands succès de demain. Et si vous prenez les grands succès de la tech américaine, tous les gens qui les ont créés, c'est toujours des gens qui ont des origines qui ne sont pas purement américaines. D'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire des origines purement américaines. Mais ce sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, une génération avant, sont venus de l'étranger ou sont venus d'un autre pays. Eh bien, on est ravis, et j'espère qu'on sera ravis d'accueillir, nous, en France, ces gens qui seront des talents et les succès de demain. Alors, il y a une autre spécificité dans notre pays, vous le savez, Xavier Niel, on aime bien mettre des étiquettes, mettre des gens dans des cases. Alors, s'il y avait une case libéralisme de gauche, on vous y mettrait ? Je sais pas, moi je ne fais pas de politique, alors on en fait tous, sans le savoir. Non, je sais bien. Non, mais je suis ravi de voir que sur Internet, on m'étiquette. Ça dépend du temps, à droite, à gauche. On vous étiquette plutôt dans la galaxie d'Emmanuel Macron. Parce que je suis actionnaire du Monde, mais si vous voulez, ou de l'Obs. Ce parallèle, il vous surprend, il vous choque, il est Non, il me surprend injuste. pas. Je ne fais pas de politique. C'est une chose très mal que j'ai faite toute ma vie. Je n'ai pas voté depuis 25 ou 30 ans. Et c'est une erreur. Et je ne milite pas du tout. 1986, c'est assez surprenant d'ailleurs pour un citoyen engagé qui nous dit que la France est un beau pays. Et j'avais voté à l'époque à droite. Donc j'ai dû évoluer si je suis maintenant à gauche. Vous le dites, donc vous avez évolué. C'est vous qui le savez mieux que moi. Je ne sais pas dans quel sens, méfions-nous de l'évolution. Ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et je pense que les hommes politiques doivent faire la politique et les chefs d'entreprise doivent être chefs d'entreprise. Et à partir du moment où on essaie chacun de se mêler d'autres choses, je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis pour que la société civile aide les politiques, viennent aujourd'hui au Sénat pour discuter de l'entreprise, de ce que c'est. Maintenant qu'ils s'engagent en politique, c'est toujours un sujet qui me paraît un peu différent. Vous ne franchissez pas, vous ne franchirez pas le pas.
Il y a des gens que j'aime bien dans ce pays en politique, qui peuvent être de droite ou de gauche. Je peux espérer en tant que citoyen qu'un certain nombre de personnes veuillent gagner. Je ne suis pas un homme public dans le sens, qui doit avoir un impact sur la vie publique ou la vie politique de son pays. Donc non, je ne m'engage pas publiquement. Et quand on me pose la question, je dis... s'engager publiquement pour avoir une influence, un impact. Non, tout à fait. Et je pense, encore une fois, et je reviens sur le sujet, pour mélanger ces deux sujets, que la société civile est aujourd'hui à même d'avoir plus d'impact sur la société que les politiques dans un certain nombre de cas. Et si vous voulez des initiatives qui sont importantes et qui marchent, il y a quelques milliers de politiques dans ce pays, il y a des millions de personnes dans la société civile, ces millions de personnes dans la société civile créent chaque jour des associations, des sociétés différentes pour avancer. On en parle souvent, on le reconnaît, mais ça ne vous choque pas d'être dans la galaxie Emmanuel Macron? On vous voit souvent. Non, mais moi, attendez, je suis dans le sens, je suis pour la création d'entreprises, tout candidat libéral me plaît, et donc en ce sens, je crois, sauf erreur de ma part, que François Fillon, que Emmanuel Macron sont des libéraux. Donc ils vont dans le sens du libéralisme. Après, ils peuvent avoir des positions sur d'autres sujets qui peuvent ne pas me plaire. Mais sur le libéralisme, tout candidat qui est libéral, c'est-à-dire qui accepte que la libre entreprise est quelque chose d'important, je suis ravi de le soutenir. Vous avez précisé qu'il faut une frontière entre la politique et puis la société civile et puis également le journalisme. Vous êtes propriétaire avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse du Monde. Comment mettez-vous justement une frontière, une muraille même pour ne pas influencer ou tenter d'influencer une ligne éditoriale? Alors en cette campagne vraiment presque hystérique, en tous les cas, où tout est matière à critique souvent. Alors, on est trois actionnaires qui avons un rapport assez particulier au monde. Déjà, on est tous les trois politiquement très différents. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais je vous promets, je ne prendrai... Pierre Berger a pris une position publique. Mathieu Pigasse n'a pas pris de position publique, mais je sais où il est et je connais la mienne. Et je peux vous promettre qu'on est tous les trois extrêmement différents. On ne représente pas un bloc unique. Le deuxième élément, c'est qu'au Monde, il y a eu une séparation claire entre la partie éditoriale et la partie financière. Nous, on a fait notre travail financier. Le Monde a dégagé l'année dernière plus de 10 millions de marge d'EBITDA, ce qui, pendant des années, je suppose que des gens vous ont dit la presse écrite ne marche plus, ça ne peut pas aller, Le Monde ne gagnera jamais d'argent. Aujourd'hui, le groupe Le Monde gagne de l'argent parce qu'il y a aussi des filiales qui marchent bien, enfin d'autres sociétés au sein du groupe Le Monde comme Télérama ou Courrier International ou d'autres, ou Le Monde Diplomatique aussi, qui sont des journaux qui marchent. Maintenant, si vous trouvez que la ligne éditoriale ou politique du Monde Diplomatique, du Monde, du Nouvel Obs ou de Courrier International est exactement la même. Moi, je ne lis pas les mêmes journaux que vous et je suis ravi que ces lignes éditoriales représentent un courant de pensée, mais qui sont des courants de pensée probablement et généralement de gauche, mais extrêmement diverses. Je ne pense pas qu'on trouve un lien très proche entre la ligne éditoriale du Monde Diplomatique et la ligne éditoriale de Télérama ou de la vie catholique. Un dernier mot sur ce sujet avant de parler de l'école 42, c'est vraiment l'une de vos réussites, sur la concentration des médias entre certaines mains. C'est le cas en France, contrairement à d'autres pays où on dit qu'il y a une évolution parce que justement il n'y a pas cette concentration. Est-ce qu'il faut aller justement vers une loi qui pourrait restreindre, limiter, et pour certains même candidats à cette présidentielle, interdire cette concentration? Écoutez, quand je lis les textes des choses qui sont réclamées, il y a notamment un texte qui consiste à dire qu'une personne privée ne peut pas détenir, je ne sais plus, une personne seule ne peut pas détenir plus de 20 ou 25% d'un média. Écoutez, nous, au Monde, en tout cas, on est dans ce cas-là, puisque nous avons que 66% du capital, et sur ces 66% du capital, ils sont partagés en 4, entre les 3 personnes que vous avez citées, le groupe Prisa. Donc si vous voulez, notre intérêt capitalistique au Monde, c'est, je sais pas, 15% ou quelque chose comme ça. Donc pour nous, j'ai entendu qu'il ne fallait pas qu'une personne, là, un des candidats... Là, vous êtes en train de nous dire que ça va s'arrêter là, votre appétit dans ce domaine? On n'est pas là pour contrôler, on est là pour aider une presse à exister et à avancer. Après qu'il y ait des fantasmes divers, j'ai pas de problème. Il y a 3 mois, on nous disait, vous soutenez effrontément François Hollande. Maintenant, semble-t-il, Le Monde soutiendrait effrontément ou sans limite Emmanuel Macron. Je ne sais plus, moi je n'ose plus rien dire. Parfois, c'est pas contradictoire entre ces deux hommes. Interrogez-les eux, j'ai parfois l'impression que je peux avoir l'impression qu'un ne s'est pas présenté à cause de l'autre. Parlons des réalisations concrètes. Alors, Xavier, il y a l'école 42, une école atypique de développement, de programmation informatique que vous avez fondée en 2013 déjà. Beaucoup la décrivent comme l'école de demain parce qu'elle applique, selon vous, l'économie collaborative à l'éducation. Ça, c'est assez innovant. Alors, ce n'est pas la réponse à tous les problèmes de l'éducation. C'est juste de dire que dans un métier qu'on connaît, c'est-à-dire le codage informatique, là, on les fait des logiciels informatiques. Dans ce métier-là, on est capable d'apprendre à des gens d'une manière différente. Et donc, l'idée, c'est de leur dire, on va être capable de vous apprendre ce métier, de vous garantir un job au bout, parce que si vous voulez
il nous manque, je sais pas, 10 000 gens qui savent coder par an chaque année en France, probablement plusieurs millions dans le monde, et bien on est capable de vous faire un savoir, de vous apprendre quelque chose sans professeur. C'est-à-dire que même si vous êtes réfractaire à des cours formels, eh bien on est capable de vous apprendre d'une manière différente un métier. Et on va le faire d'une manière qui ne ressemble pas à une école, c'est-à-dire que c'est un lieu ouvert 24 heures sur 24. Les gens qui y sont, ils vont quand ils le souhaitent. Le soir de Noël, je crois qu'il y avait 500 jeunes dans l'école. Donc vous êtes dans quelque chose qui est complètement différent, où les jeunes vont apprendre entre eux. Et ils vont même se noter entre eux. Donc on va pratiquer quelque chose qui est complètement différent. Encore une fois, ce n'est pas applicable à l'ensemble de l'éducation telle qu'elle est pratiquée en France. C'est juste, dans ces métiers-là, à cet instant-là, maintenant, à cet endroit-là, on est capable d'apprendre en peer-to-peer. C'est-à-dire que deux personnes soient capables d'échanger et de s'apprendre entre eux, avec des méthodes complètement différentes, mais au bout avec un succès qui est là, qui marche. C'est une école qui en France a 3000 jeunes. Vous parliez tout à l'heure de la Silicon Valley, eh bien, on a été apprendre à faire ça dans la Silicon Valley parce qu'ils n'étaient pas capables de former des jeunes. Donc on a recréé cette même école là-bas, on leur apprend à former ces jeunes parce qu'ils n'avaient pas le savoir-faire au sein des États-Unis. Vous savez que dans beaucoup d'activités, on a besoin des Français pour apprendre à d'autres pays à faire des choses. Et vous avez là un très bon exemple. Eh bien, on leur apprend à faire ça et on a monté cette même école aux États-Unis. Vous avez dit le mot-clé, formation. J'imagine que pour l'autodidacte que vous êtes, le sujet de la formation est essentiel, l'apprentissage est essentiel. En France, il y a une telle inadéquation parfois entre ce qu'on a appris à l'école, même si on n'a pas un niveau forcément élevé, et le travail qu'on voudrait accomplir. Ça reste encore un sujet vraiment dont il faut vraiment se saisir dans cette campagne, par exemple, et même au-delà. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident d'apprendre ou de pousser des jeunes vers une filière dans laquelle ils ne vont pas apprendre quelque chose qui leur permettra d'avoir un métier le lendemain. Non, chez Carondeau, on leur dit voilà, on est un métier dans lequel il y a une demande illimitée. Et sur la base de cette demande illimitée, on va vous apprendre quelque chose et on va vous garantir un job. Et une formation qui ne vous garantit pas un job, vous créez de nouveau un élément un peu anxiogène pour des jeunes. Pour conclure de manière un peu plus personnelle, Xavier Niel, selon vous, quel est le meilleur passeport pour réaliser ce qu'on veut dans la vie? Vous n'aviez, je crois, qu'un bac en poche et un ordinateur offert par votre père à l'âge de 15 ans, je crois. J'ai eu donc la chance, vous avez les deux bonnes choses, c'est d'avoir une famille qui vous aide, ça c'est une vraie chance, mais on ne l'a pas tous. Et puis après, peut-être un tout petit peu de volonté. Et ça me ramène à la manière dont on sélectionne les jeunes chez 42. Il y a 70 000 jeunes qui, chaque année, vont chez 42 et on leur demande deux choses. La première, c'est d'avoir attrapé l'ADN de la logique que leurs parents leur ont donné. Et ça, c'est une chance, mais on n'y peut rien. C'est vraiment de la chance. Et puis le deuxième élément, on va les faire venir un mois dans l'école, on va les faire travailler 450 heures pendant un mois. Et là, on va tester leur motivation. Donc je pense que si on a un bon ADN et donc de la chance d'avoir eu des parents qui vous ont transmis ce bon ADN et un peu de motivation, on a tout en France sur tous les autres sujets pour s'en sortir. C'est aussi la leçon que vous transmettez. Merci beaucoup, Xavier Niel, pour cet entretien. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. En pleine campagne présidentielle, alors que la violence est quand même partout, oser dire que la période de l'état d'urgence ne semble plus nécessaire me paraît une folie psychologique. Une faute politique. Une faute politique, c'est un peu comme si on provoquait les terroristes. Je soumettrai à référendum la reconnaissance du vote blanc et l'extension du droit de vote aux étrangers non communautaires pour les élections locales. Je veux que ce soit fait immédiatement après mon élection, parce que je ne veux pas tergiverser sur ces questions-là. À 38 ans, ce père de 6 enfants survit grâce au salaire de sa femme, aide-soignante. Il touche aussi une allocation parentale de 800 €. Tiré au sort comme demi-chômeur pour expérimenter le revenu de base, Yua recevra 560 € par mois pendant 2 ans. Ce revenu remplace son allocation chômage, mais il continuera à le toucher même s'il retrouve un emploi. J'ai cette opportunité d'avoir 2 ans devant moi pour faire ce que je veux et expérimenter des choses. Je n'ai rien à perdre, donc je peux prendre des risques, essayer de me lancer dans différents domaines, voir si cela fonctionne. Le problème fondamental, c'est le prix. Alors, quel est le prix d'une petite entreprise? L'expérience prouve que ce prix est souvent beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché et par rapport à la rentabilité de la structure, ce qui fait que souvent, un repreneur regarde un petit peu vite peut-être, mais se dit à ce prix-là, moi, j'achète pas. La transmission des entreprises est un enjeu majeur pour le dynamisme de l'économie française. Si on veut conserver
un secteur industriel performant avec évidemment les emplois associés, il faut qu'on favorise cette transmission parce qu'il faut que l'industrie se digitalise, se numérise. C'est très important. Il faut qu'il y ait aussi des jeunes chefs d'entreprise qui transforment les industries. Avec le vieillissement des baby-boomers, 600 000 chefs d'entreprise devraient prendre leur retraite d'ici 10 ans. Des milliers d'emplois sont en jeu. Il va se passer une chose dans les 5-10 ans à venir, c'est que nous avons 30 millions de salariés qui vont changer d'emploi. Et ils vont changer d'emploi dans un univers complètement ouvert. Parce que personne ne va arrêter la transformation digitale de la planète et encore plus de l'Europe, encore plus vite, parce qu'il faut qu'on soit à la pointe de ça. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir. Et dès lundi soir, notez-le pour une émission spéciale dans la foulée du grand débat qui opposera les 5 principaux candidats à la présidentielle. À lundi donc, avec grand plaisir.